Bonjour à tous, bonjour Gabriel Attal. Bonjour Gilles Donald Bernstein. Trump a dit hier que l'intervention en Iran allait durer encore 4 à 5 semaines. Est-ce que vous approuvez cette intervention et la durée éventuelle de cette intervention ? Si la finalité de cette opération est de faire tomber effectivement le régime des Mollahs et de rendre sa liberté au peuple iranien, oui, bien sûr. On peut faire tomber un régime de l'extérieur. On a malheureusement des exemples qui montrent que des interventions extérieures pour faire tomber un régime peuvent se traduire par des échecs. On l'a vu dans un certain nombre de pays, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye, où il y a eu beaucoup de dégâts ensuite. Et on n'a pas beaucoup d'exemples inverses où ça se traduit par un succès. Raison pour laquelle, Gilles Bernstein, depuis plusieurs mois, j'appelle la France et l'Europe à prendre l'initiative d'une coalition pour faire tomber le régime des Mollahs, mais aussi pour préparer l'après. Tout l'enjeu, c'est la préparation de l'après. Mais il faut bien dire de quoi on parle à ceux qui nous regardent. Le régime des Mollahs, depuis plus de 40 ans, c'est quoi ? C'est des femmes qui sont brisées par l'islamisme. C'est des étudiants, des manifestants qui sont tués et assassinés à bout portant dans la rue. C'est une chape de plomb sur tout un pays. C'est des dizaines de milliers de morts encore ces derniers mois, selon les estimations. C'est 50 000 prisonniers politiques encore aujourd'hui. C'est un régime terroriste. Et un régime terroriste qui menace la sécurité de la région et notre sécurité à nous, puisque on parle d'un régime terroriste qui est lancé dans une course effrénée pour obtenir l'arme atomique. Dans ces conditions, oui, il faut que le régime tombe. La fin justifie les moyens. Ce que je dis, encore une fois, c'est qu'il faut faire tomber ce régime. Et il faut que la finalité de cette opération, ce soit véritablement cela, et de rendre la liberté au peuple iranien. Très bien, mais vous savez qu'il y a un débat sur le droit international. Le droit international interdit ce genre d'opération. Pour vous, le droit international n'est pas une boussole absolue. Ce que je dis, c'est que le droit international ne peut pas être un totem d'immunité pour ceux qui ne le respectent pas et qui le violent matin, midi et soir. Le régime iranien, le régime des Mollahs, n'a pas respecté le droit international quand il a assassiné des manifestants et des étudiants. Il n'a pas respecté le droit international quand il a empêché des femmes de vivre librement, de se vêtir comme elles le souhaitaient. Il n'a pas respecté le droit international quand il a appelé à la destruction d'un État, Israël, à la déstabilisation de toute une région, en cherchant à obtenir l'arme atomique. Donc le droit international ne peut pas devenir un totem d'immunité pour ceux qui le bafouent matin, midi et soir. Les démocrates disent souvent que la gloire de la démocratie, c'est de la respecter, même à l'égard de ceux qui ne la respectent pas. Vous dites l'inverse. Moi, ce que je crois, c'est que la démocratie ne peut s'appliquer qu'avec ceux qui jouent le même jeu que vous. Moi, je crois que le monde a besoin de règles si on veut l'apaiser. Mais que pour faire appliquer ces règles, il faut assumer la force. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les règles ne sont pas respectées par un certain nombre de puissances sans qu'il y ait la moindre conséquence. À chaque fois qu'il y a une intervention qui ne respecte pas le droit international et que vous avez des responsables politiques ou diplomatiques qui expliquent que c'est un scandale de violer le droit international, mais qu'il n'y a absolument aucune conséquence, je pense que ça affaiblit et ça fragilise nos règles et nos valeurs. Donc il faut les rendre opérantes. Il faut que ça coûte de ne pas respecter les règles et que ça rapporte, entre guillemets, de les respecter. Ce n'est pas l'état du monde aujourd'hui. On a bien compris donc que vous approuviez cette intervention américano-israélienne. Dès lors que la finalité est bien... Je le précise, Gilles Bernstein, parce que la finalité est le changement de régime. On a vu d'autres interventions encore récemment des États-Unis, je pense au Venezuela, où que vous aviez le président Maduro a été enlevé. On attend encore la transition démocratique dans ce pays et le pouvoir rendu au peuple. Donc c'est très important, je le dis ici, de dire que la finalité, ça doit être la démocratie en Iran, le pouvoir aux Iraniennes et aux Iraniens et le désarmement effectif de ce régime sanguinaire. Alors justement, pour le pouvoir aux Iraniens et aux Iraniennes, est-ce que l'Europe et la France peuvent avoir un rôle dans cette transition démocratique ? Parce que pour l'instant, on ne voit pas très bien quel est le rôle ni de la France ni de l'Europe. Moi, je pense que la France et l'Europe ne peuvent pas rester sur le côté de cette transition démocratique. Je l'ai dit il y a un instant. Une fois que vous avez fait cette déclaration d'intention, que personne ne contestera, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit être impliqué dans les efforts qui vont être menés par la communauté internationale, en tout cas par un certain nombre d'États, pour assurer effectivement que le pouvoir soit rendu aux Iraniennes et aux Iraniens. Impliqué comment ? Concrètement, on ne voit pas très bien ce qu'on peut faire. En mettant une pression énorme sur le régime pour le faire tomber effectivement. Ça peut être à travers des sanctions qui sont renforcées, ça peut être à travers des opérations défensives comme l'ont annoncé hier la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et ça peut être ensuite par la participation et une pression internationale mise pour garantir que c'est bien la démocratie qui s'installe en Iran et pas le chaos et la guerre civile. Vous avez parlé de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne. La Grande-Bretagne, justement, dit hier avoir autorisé l'emploi de ses bases aériennes pour d'éventuelles opérations américaines. Si la France est sollicitée, doit-elle accepter aussi ? Vous savez, j'ai été Premier ministre et donc responsable de la défense nationale. Et je sais trop bien que ce type de décision, vous les prenez à la lumière d'informations souvent classifiées dont vous disposez, qui vous sont transmises par vos services.
Je ne suis plus Premier ministre depuis plus d'1 an et demi maintenant. Je ne dispose pas de ces informations. C'est au président de la République, chef de l'État, chef des armées, Mais vous ne vous y opposez un certain nombre de partis d'opposition s'y opposent par principe, disant qu'on ne doit pas, par principe, participer à cette opération. Vous ne dites pas ça. Vous dites que c'est au président de la République de juger en fonction de la demande qui pourrait lui être faite. Ce que je dis, c'est que si le président de la République le décidait, ce serait parce qu'il a obtenu des informations par nos services affirmant et estimant que cette ouverture de base serait utile. Mais encore une fois, moi je suis très respectueux des institutions. C'est la responsabilité du chef de l'État, chef des armées, et surtout, ce sont des décisions que vous prenez dès lors que vous bénéficiez d'informations de vos services qui attestent que ça peut être utile et efficace. Tout ce qui importe maintenant, c'est ce qui est utile et efficace pour faire tomber effectivement le régime, qui n'est pas encore tombé. L'ayatollah Khamenei a été tué. C'est une bonne nouvelle pour les Iraniennes et les Iraniens, mais le régime est encore en place. Le président de la République doit tout à l'heure clarifier la doctrine de la France sur l'utilisation de la force nucléaire. La France doit-elle offrir sa garantie nucléaire à ses alliés européens ? Les prédécesseurs d'Emmanuel Macron l'avaient offert à la Grande-Bretagne, par exemple. Est-ce qu'on doit élargir cette protection à nos partenaires de l'Union européenne ? D'abord, vous savez, le fait que les pays de l'Union européenne font partie des intérêts de la France et des intérêts fondamentaux et vitaux de la France, ça a déjà été plus ou moins affirmé par des prédécesseurs du président de la République. Je pense notamment à Jacques Chirac, puis François Hollande ensuite. La deuxième chose, c'est que l'Union européenne s'est construite avec des États qui comptaient sur le parapluie nucléaire américain dans le cadre de l'OTAN. On voit aujourd'hui que le désengagement des Américains est une menace, une fragilisation pour ces pays qui cherchent une autre protection. Est-ce que l'Europe et ces pays européens peuvent passer sous parapluie français ? Je le crois, mais avec une condition extrêmement claire. Il faut que le choix, la décision ultime d'appuyer ou non sur le bouton relève exclusivement du chef de l'État, chef des armées français, le président de la République. Il ne s'agit pas de partager la décision, il s'agit d'apporter une protection. Ça se monnaie, ça ? C'est-à-dire que si l'Allemagne, par exemple, peut bénéficier de ce parapluie, est-ce qu'elle doit participer aussi au financement de la force nucléaire rapidement ? Ça, je pense que c'est des choses qui peuvent être discutées. En tout cas, je pense que si la France devient le protecteur et le parapluie de l'ensemble de l'Union européenne, ça donne évidemment à la France un poids et un rôle dans l'Union européenne qui sera très important aussi pour beaucoup de dossiers. Gabriel Attal, invité des 4V sur France 2. Très bonne journée à tous. À vous, Adrien Rohard. Merci beaucoup, Gilles Bornstein. Et merci à Gabriel Attal qui approuve donc en dépit du droit international cette intervention américano-israélienne en Iran, si et seulement si elle a pour but de faire tomber le régime des Mollahs et de rendre sa souveraineté au peuple iranien. Merci également à Florence Encrevé pour la traduction de cet entretien en langue des signes.